Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, comme je vous l'avais communiqué dans une première et seconde intervention sur la campagne électorale de la présidentielle de 2022, je vais préciser ce qu'il faut envisager pour que les Françaises et les Français retrouvent le chemin des urnes et votent avec plus de confiance envers les futurs élus. Si l'on veut pratiquer le rôle d'une véritable et pérenne démocratie, ce qu'offre pleinement la sociocratie avec son système dynamique, dans notre société actuelle et celle de demain, il me faut évoquer une alternative indispensable au bon fonctionnement d'une nouvelle gouvernance, celle de la suppression générale des partis politiques. Vous allez comprendre, en écoutant la suite, pourquoi cette suppression s'avère nécessaire et combien les partis politiques ne sont que des machines à tuer les libertés et le bien public. S'il y a eu en 1789 une intensive expression de la volonté générale, dès lors qu'on eut adopté le système représentatif, faute de savoir imaginer autre chose, c'est qu'il en était ressorti bien plus que de simples élections. Ce qu'il y avait d'extrêmement vivant en France, le pays débordait alors de bonnes intentions, cherchait à exprimer une pensée à travers les cahiers de revendications de l'époque. Les représentants de cette époque s'étaient en grande partie fait connaître au cours de cette coopération de la pensée commune. Ils en conservaient la chaleur, ils sentaient le pays attentif à leurs actes, jaloux de surveiller si elles traduisaient bien véritablement leurs espoirs. Mais pendant quelque temps, trop peu de temps, ils ne représentèrent que de simples organes d'expression pour la pensée politique. La véritable pensée de 1789 aurait consisté à diffuser, non pas quelque chose soit juste, parce que le peuple la veut, mais sous certaines conditions, que le vouloir du peuple a plus de chances d'être conforme à la justice. Seulement voilà, pareille chose ne fut jamais suivie d'exemples concrets. Et, depuis cette louable démarche, nous n'avons rien connu qui ressemble, même de loin, à une démocratie. Dans ce que nous désignons de ce nom, jamais le peuple n'a eu ni la plus petite occasion, ni un semblant de moyen pour donner son avis ou s'exprimer sur un problème de la vie publique. Tout ce qui échappe aux intérêts socio-professionnels est livré aux passions collectives, lesquelles sont systématiquement et officiellement encouragées, mais aussi en totalité de la ligne directrice des partis politiques. Ce qui nous conduit à examiner l'usage des mots démocratie et république, avec une extrême attention et les deux problèmes qu'ils soulèvent en se posant les questions suivantes. Comment donner aux hommes et aux femmes qui composent le peuple de France la possibilité d'exprimer, ne serait-ce que parfois, un jugement ou une opinion sur les grands problèmes de la vie publique? Comment empêcher la circulation de passions collectives, stimulées avec autorité par les partis politiques au moment où le peuple est interrogé pour faire son choix? Si l'on oublie ces deux points, il est inutile de parler de légitimité républicaine. Des solutions ne sont pas faciles à concevoir, mais il est évident, après un examen attentif et profond, que toute solution impliquerait, d'abord, la suppression des partis politiques. Pour estimer les partis politiques, selon le principe de la vérité et de la justice du bien public, etc., il convient d'en distinguer les caractères essentiels. Nous pouvons en énumérer trois. Un parti politique est, dans son essence même, un appareil à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une structure construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. Enfin, un parti politique est, en dernière analyse, une fin en soi pour mener à sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple indice, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas,
De facto, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. Ces trois traits significatifs sont des vérités évidentes à quiconque s'est approché de la vie des partis en gardant toute sa lucidité. Ces trois signes font partie d'un phénomène qui se traduit partout où le collectif domine les êtres pensants. C'est le retournement de la relation entre la fin et les moyens. Partout, sans exception, toutes les choses considérées généralement comme des fins sont, par nature, par définition, par essence, et de la manière la plus évidente, uniquement des moyens. L'on pourrait en citer autant d'exemples que l'on voudrait dans tous les domaines. Finances, pouvoir, État, identité nationale, production économique, diplômes universitaires, et beaucoup d'autres. Le bien, seul, est une fin. Tout ce qui appartient au domaine des faits est de l'ordre des moyens. Cependant, la pensée collective est incapable de s'élever au-dessus du domaine des faits. C'est une pensée instinctive. Elle a la notion du bien juste assez pour commettre l'erreur de prendre tel ou tel moyen pour un bien absolu. Il en va ainsi des partis politiques. Un parti est en principe un instrument pour servir une certaine conception du bien public. Cela est authentique, même de ceux qui sont liés aux intérêts d'une catégorie sociale, car il est toujours une certaine conception du bien public, en vertu de laquelle il y aurait une coïncidence entre les biens publics et des intérêts qui peuvent être même personnels. Toutefois, cette conception restant extrêmement floue, il n'en est pas moins vrai qu'elle est reconnue sans exception et sans différence de degré. Les partis les plus inconsistants ou les mieux organisés sont égaux par le vague de leur doctrine. Maintenant, aucun homme, si profondément qu'il ait étudié la politique, est capable d'un exposé précis et clair relatif à la doctrine d'aucun parti, y compris le cas échéant du sien. D'aucuns ne s'avouent guère à eux-mêmes. S'ils se l'avouaient, ils seraient simplement tentés d'y voir une manière ou une marque d'incompétence personnelle, faute d'avoir reconnu que l'expression doctrine d'un parti politique ne peut, par la nature des choses, n'avoir aucune signification. Un homme n'aura que très rarement une doctrine. Doit-il passer sa vie à écrire et à examiner des problèmes d'idées? Une collectivité n'en a jamais. Nous pouvons, il est vrai, parler de doctrine chrétienne, de doctrine hindoue, de doctrine pythagoricienne, de doctrine Truman, et ainsi de suite. Mais ce qui est alors désigné par ce mot n'est ni individuel, ni collectif. C'est un concept situé infiniment au-dessus de l'un et de l'autre domaine. C'est, purement et simplement, une sorte de trouvaille pour mener le monde. Dès lors, la fin d'un parti politique peut être considérée comme chose inatteignable ou irréelle. Si elle était réelle, elle exigerait un trop gros effort d'attention, car une conception du bien public n'est pas une chose facile à penser, surtout quand on prévaut les intérêts personnels et collectifs de son parti au détriment des intérêts du bien public. L'existence du parti est donc tangible, lumineuse pour ses propres membres, car elle n'exige aucun effort pour être reconnue. Il est ainsi inévitable que le parti soit à lui-même sa propre fin. C'est une forme d'idolâtrie, car Dieu seul est légitimement une fin pour soi-même. Le passage est facile. Posons en hypothèse que la condition nécessaire et suffisante pour que le parti serve logiquement la conception du bien public, duquel il existe, et qu'il possède une large quantité de pouvoir. Cependant, aucune quantité finie de pouvoir ne peut être regardée comme suffisante, surtout une fois obtenue. Le parti se trouve alors
par l'effet de l'absence de pensée, dans un état presque incessant d'impuissance qu'il attribue toujours à l'insuffisance du pouvoir dont il dispose. Serait-il maître du pays? D'autres nécessités, celles à l'international, imposent des limites étroites. Tout ceci nous amène à dire que la tendance générale des partis est totalitaire, non seulement par rapport à une nation, mais relativement et réciproquement aux autres nations. C'est précisément parce que la conception du bien public propre à tel ou tel parti est une fiction, une coquille vide, sans réalité temporelle, qu'elle impose la recherche de la puissance totale. Parce qu'une réalité, même courte, implique par elle-même une limite, puisque ce qui n'existe pas n'est jamais limitable. C'est pour cela qu'il y a affinité ou alliance entre le totalitarisme et le mensonge. Énormément de personnes, il est vrai, ne songent jamais à une puissance totale. Cette pensée leur ferait peur. Elle est démesurée, et il faut une espèce de grandeur pour la soutenir. Ces gens-là, quand ils s'intéressent à un parti, se satisfont d'en désirer la croissance, mais comme une chose qui ne comporte aucune limite. S'il y a 3 membres de plus cette année que l'an dernier, ou que la collecte a rapporté 100 € de plus, ils sont contents. En plus, ils désirent que cela continue indéfiniment, et dans la même direction. En aucun cas, ils ne concevraient que leur parti puisse avoir trop de membres, trop d'électeurs, trop d'argent. Autre petite remarque. La tribu révolutionnaire mène à concevoir l'annexion. Le tempérament petit bourgeois mène à s'installer dans l'image d'un progrès lent, continu et sans limite. Cependant, dans les deux cas, la croissance matérielle du parti devient l'unique test par rapport auquel se définissent en toute chose le bien et le mal. C'est comme l'image où le parti serait un animal nourri à l'engrais et que l'univers qui l'entoure eût été créé pour le faire engraisser. Nous pouvons servir Dieu ou Mammon, la religion de l'argent. Mais si l'on a un critère autre que le bien, on perd la notion du bien. Dès lors que la croissance du parti constitue un critère du bien, il s'ensuit inévitablement une pression collective du parti sur les pensées des hommes. Cette pression s'exerce de facto. Elle s'étale publiquement, elle est avouée, proclamée. Cela nous ferait horreur si l'accoutumance ne nous avait pas tellement endurcis. En revanche, les partis sont des organismes officiellement constitués, de manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice par l'art de la manipulation. La pression collective qui s'en dégage est exercée sur le grand public par la propagande. Le but avoué de la propagande est de persuader et non pas de communiquer de la lumière. Certains dictateurs aux idéaux dévastateurs ont su, en leur temps, parfaitement s'en servir pour avilir les esprits. Sans faire aucun amalgame, tous les partis font de la propagande. Celui qui n'en ferait pas disparaîtrait au détriment de ceux qui en font. Tous avouent qu'ils font de la propagande, mais aucun n'est audacieux dans le mensonge au point d'affirmer qu'il entreprend l'éducation du public, qu'il forme le jugement du peuple à ses propres convictions. Les partis déclarent en premier qu'ils donnent éducation et soutien à ceux qui sont venus à eux, sympathisants, jeunes, nouveaux adhérents. Ces mots sont un mensonge. Il s'agit d'une intronisation pour préparer l'emprise, bien plus rigoureuse, exercée par le parti sur la pensée de ses membres. Présumons un membre de parti, député, candidat à la députation ou autre, qui prend en public l'engagement que voici. Toutes les fois que j'examinerai n'importe quel problème politique ou social, je m'engage à oublier mon appartenance à un groupe idéologique et à me préoccuper exclusivement de discerner le bien public et la justice. Ce parler serait très mal accueilli.
les siens, et même beaucoup d'autres, l'accuseraient de déloyauté. Les moins hostiles diraient « Pourquoi alors a-t-il adhéré à un parti ?» Façon d'avouer ainsi naïvement qu'en entrant dans un parti, on renonce à chercher uniquement le bien public et la justice. Cet homme serait exclu de son parti ou, au moins, en perdrait l'investiture. Il ne serait certainement pas élu. Bien plus, il ne semble même pas possible qu'un tel langage soit tenu. Si des mots en apparence voisins de cela ont été prononcés, c'était seulement par des hommes désireux de gouverner avec l'appui des partis autres que le leur. De telles paroles sonneraient alors comme une sorte de manquement à l'honneur. Au bout du compte, il en résulte, sauf un très petit nombre de coïncidences fortuites, qu'au sein des partis politiques, il est décidé et exécuté que des mesures contraires au bien public, à la justice et à la vérité. Cela est vérifiable et c'est vérifié tout au long de leur empreinte sur la vie de tous nos concitoyens depuis leur existence. Ce n'est qu'en 1901 qu'apparaît le premier parti, le Parti républicain radical et radical-socialiste, suivi en 1905 par la création de la SFIO. Ce sont deux partis de gauche. La droite mettra plus longtemps à créer des partis organisés. En résumé, si l'on confiait à Satan l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux que d'en passer par des partis politiques. Par conséquent, et d'une manière générale, un examen attentif semble laisser entrevoir, sans aucun égard, sans aucun inconvénient d'aucune espèce, une possible résolution qui amènerait à la suppression des partis politiques. Mais, par un simple paradoxe, les mesures de ce genre, qui sont sans inconvénient, sont en fait celles qui ont le moins de chances d'être décidées. On se dit, si c'était si simple, pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait depuis longtemps? Eh bien, par manque de nécessité ou de nécessaire volonté. Pourtant, généralement, les grandes choses sont faciles et simples. Dans beaucoup de domaines, tout au long de notre vie et souvent pour des problèmes techniques, financiers ou simplement sentimentaux. L'opération à prendre parti pour une réelle décision ou à prendre une position bien établie s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une gangrène qui a pris naissance dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays et dans toutes les familles, presque à la totalité de la pensée. Il est donc douteux qu'on puisse remédier à cette punition qui nous tue sans commencer par la suppression des partis politiques. Voilà, dans quelques semaines, je vous parlerai de la façon de procéder pour changer les choses et donner aux citoyennes et citoyens une représentativité plus proche et plus efficace au sein de la gouvernance et donc du pouvoir d'exercer pour l'intérêt collectif de la nation. En attendant ce rendez-vous et en vous souhaitant plein de bonnes choses, je terminerai par cette phrase. Ne gâchons jamais notre avenir pour un présent qui n'a pas de futur. Portez-vous bien. Pour la sociocratie populaire française, son secrétaire général, Patrick Rebière.